Je prie les gens de s'asseoir, comme ça on va commencer. Aujourd'hui, cet après-midi, on va parler des médicaments. Et nous avons le privilège d'avoir avec nous Monsieur Jean-François Nicolas, éminent professeur. C'est un professeur émérite qui est dermatologue, puis il a fait de l'immunologie clinique et de recherche. Et maintenant, il est axé sur l'enseignement et toujours sur la recherche. Il est à la source de plusieurs cours d'allergologie et d'immunologie, entre autres les diplômes du FRAL, et maintenant il collabore aussi dans le DUNAL. DUNAL, oui. Et si vous pouvez voir aussi le site Allergolian, il assure tout ce qui est immunologie. Et vraiment, on n'est jamais, c'est-à-dire à court de ces travaux, de ces publications et surtout le volet enseignement. Donc, on va parler du rôle du mastocyte dans les allergies médicamenteuses. Vous avez la parole. Et après, vous aurez une autre communication. Vous êtes là pour 1 heure. Alors, bon courage. Un grand merci pour l'introduction. Merci à tous. Donc, moi, je voudrais vraiment remercier la Maforcale, le DUNAL, bien sûr, mais la Maforcale, pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de venir à Rabat, bien sûr, de venir au Maroc, de voir comme le pays évolue. C'est absolument incroyable. Donc, félicitations, bravo aux Marocains, c'est un peuple magnifique. On parlera donc aujourd'hui de mastocytes et non pas d'allergie aux médicaments, mais d'hypersensibilité aux médicaments. Vous savez pourquoi? On va en parler brièvement. Et ce topo, donc, il est fait grâce à tout le travail que l'on a fait, en fait, depuis maintenant 25 ans, à Lyon Sud, dans le service d'allergologie et d'immunologie clinique. C'est pour ça que je partage cette présentation avec tous les seniors de l'équipe. Alors moi, ce que je vous propose, on parle d'hypersensibilité, donc on va rapidement voir la classification des hypersensibilités pour savoir où est-ce qu'on place le mastocyte dans les réactions d'hypersensibilité aux médicaments. Ensuite, on parlera bien sûr des mastocytes, c'est le titre, et de l'activation mastocytaire. On verra les récepteurs, on verra surtout quand on active le mastocyte, il n'y a pas que la phase immédiate. Hein. Alors on n'en parlera pas parce qu'on connaît moins bien, mais il y a une phase retardée que vous connaissez très bien sûr. Quand quelqu'un fait un choc anaphylactique, vous savez qu'il peut y avoir une deuxième phase tardive qui justifie qu'on garde le patient à l'hôpital ou au moins sous contrôle médical pendant au minimum 24 heures. C'est la phase tardive. On parlera de l'hétérogénéité tissulaire des mastocytes. Ça, c'est vraiment quelque chose de magnifique parce qu'on ne comprend pas pourquoi les mastocytes sont dans tous les tissus, comme vous le savez, et en particulier dans ce qu'on appelle les épithéliums de revêtement, c'est-à-dire tous les épithéliums, tube digestif, poumon, œil, nez, peau. Et c'est vrai qu'on ne comprend toujours pas du reste. Hein, pourquoi est-ce qu'on peut activer très facilement les mastocytes de la peau? C'est ce qui donne les raches, les urticaires, les flushs. Et je ne dis pas qu'on ne les active pas, mais plus difficilement, en tout cas, les mastocytes d'autres tissus. D'un autre côté, vous avez des patients qui ont une urticaire chronique, donc c'est bien qu'ils activent leurs mastocytes au niveau de la peau. Ils ont parfois des signes extracutanés, mais l'équivalent du poumon, de l'urticaire chronique, nous on appelle ça hyperréactivité bronchique. Bon, je suis dermatologue, hein, donc, mais c'est une proposition. L'hyperréactivité bronchique, ça peut correspondre à l'urticaire au niveau de la bronche. Donc on ne comprend pas pourquoi certains types de mastocytes, chez certains patients, sont activés. Et en fait, les travaux récents montrent qu'il y a cette hétérogénéité, que les mastocytes de la peau ne sont pas les mêmes que les mastocytes du poumon, ni du tube digestif. Et ça nous permet de comprendre en effet qu'il peut y avoir aussi une hétérogénéité de signes cliniques. Et puis, on passera bien sûr à l'hypersensibilité immédiate aux médicaments avec l'anaphylaxie. La différence très importante entre hypersensibilité allergique et non allergique. Et puis, si on a le temps de finir, à l'heure, je voudrais en profiter pour vous présenter un score qui s'appelle le score PENFAS, qui date de 2020, donc ça fait déjà 5 ans, mais je trouve qu'on ne l'utilise pas assez. Il a été fait pour les médecins, pas pour les allergologues. Il a été fait en fait
pour prédire l'allergie quand quelqu'un fait une réaction immédiate ou retardée. Comment est-ce qu'on peut, d'une façon extrêmement simple, prédire que ce patient est allergique, c'est-à-dire qu'il a développé une manifestation qui dépend des IgE spécifiques d'un médicament. Alors, hypersensibilité, classification 2023. Donc, vous vous rappelez peut-être des cours antérieurs avec la classification des hypersensibilités. Type 1, hypersensibilité immédiate. Type 2, hypersensibilité due à des anticorps, on appelle aussi cytotoxiques. Type 3, hypersensibilité due au complexe immunocirculant. Et puis, type 4, immunité cellulaire, que l'on découpe maintenant, on a beaucoup simplifié, on la découpe maintenant en 3 types d'inflammation lymphocytaire, T1, interféron gamma IL2, T2, que vous connaissez bien, inflammation T2 qu'on appelait avant TH2, c'est IL4, IL5, IL13, et T3, c'est interleukine 17, interleukine 22, interleukine 23. Donc ça, c'est la nouvelle classification des réactions d'hypersensibilité où on fait rentrer toutes les maladies allergiques, toutes les maladies inflammatoires chroniques et toutes les maladies auto-immunes, globalement. Donc on a vraiment beaucoup simplifié ça. Nous, on s'intéresse à l'hypersensibilité immédiate. L'hypersensibilité immédiate, on ne la définit plus comme une hypersensibilité due aux IgE, on la définit comme une hypersensibilité due à l'activation des mastocytes. Et cette activation, on va le voir, elle peut être dépendante bien sûr des IgE, mais elle est dans la majorité des cas, quand il s'agit d'hypersensibilité aux médicaments, indépendante des IgE. Voilà, c'est juste ce qu'il faut comprendre. Quand ça dépend des IgE, on appelle ça l'hypersensibilité allergique. Quand l'activation mastocytaire se passe en dehors d'IgE, récepteurs aux IgE, c'est ce qu'on appelle hypersensibilité immédiate, non allergique. Alors, on parle de médicaments. Mastocytes et médicaments, c'est principalement, bien sûr, l'hypersensibilité immédiate. Là, il y a 2 points quand même que je souhaite souligner. Les mastocytes sont impliqués dans tous les types d'hypersensibilité, que ce soit type 1, type 2, type 3, ou l'hypersensibilité retardée, qu'on appelle hypersensibilité type 4. Nous, on est des spécialistes d'eczéma, et en particulier d'eczéma allergique de contact. C'est une pathologie T1, cellulaire. Si on enlève les mastocytes, si on utilise des animaux, ce sont des souris, qui n'ont pas de mastocytes, il est impossible de générer un eczéma allergique de contact. Voilà. C'est juste pour dire que si on voulait vraiment parler des mastocytes et pathologies allergiques, on serait obligé de les mettre pratiquement dans tous les types d'hypersensibilité. Maintenant, quand on parle d'hypersensibilité immédiate, là, on s'adresse à un groupe bien homogène. Le deuxième point que je voudrais préciser, c'est que quand on parle d'allergie aux médicaments, il n'y a bien sûr pas que de l'hypersensibilité immédiate. Et là, je profite de la classification, ici, pour souligner en bleu, eh bien, toutes les réactions d'hypersensibilité, qu'elles soient immédiates, type 2, type 3 ou cellulaires, qui sont induites par les médicaments. Donc, les médicaments peuvent induire tous les types de réactions d'hypersensibilité. Et un médicament, si on prend l'amoxicilline peut induire tous les types d'hypersensibilité. On a bien sûr l'anaphylaxie IgE à l'amoxicilline, on a les DRESS à l'amoxicilline, on a les nécrolyses épidermiques toxiques à l'amoxicilline. Donc je reviens un petit peu dans le cours, dans le topo. Donc mastocytes et activation mastocytaire. On n'entend pas bien? Vous entendez bien? Moyen. Mastocyte et activation mastocytaire. Merci beaucoup. Donc ça, c'est un mastocyte. Vous avez à la surface, donc mastocyte, vous voyez les granules qui sont caractéristiques de la cellule. À la surface du mastocyte, vous avez tout un ensemble de récepteurs que l'on divise en récepteurs de l'immunité adaptative et récepteurs de l'immunité innée. Dans les récepteurs de l'immunité adaptative, bien sûr, le plus important, celui qu'on connaît le mieux, c'est le récepteur aux IgE, qui, lorsqu'il va lier l'IgE, va induire l'activation mastocytaire. Mais il n'y a pas que le récepteur aux IgE. Vous avez des récepteurs pour les IgG, et vous savez qu'on a décrit des anaphylaxies qui sont dépendantes des IgG. Vous avez des récepteurs pour les IgG, donc des complexes immunocirculants. Ça, c'est les principaux récepteurs de l'immunité adaptative. Et de l'autre côté, vous avez des récepteurs pour les fractions du complément,
C3A, C5A, c'est les anaphylatoxines. Et nous, on voit quand même pas mal de phénomènes d'artus, c'est-à-dire des maladies à complexe immunocirculant, qui sont dues aux anaphylatoxines, qui sont produites au niveau des tissus, en particulier la peau, lorsqu'on injecte en sous-cutané ou en intradermique des médicaments. Et puis on a ce récepteur magnifique qui a été découvert maintenant il y a 10 ans juste, qui s'appelle MRGPRX2, qui est un récepteur pour tout un tas de molécules, que ce soit des peptides du foie, des peptides médicaments et des vrais médicaments. Et en particulier, c'est un récepteur que sont capables de lier les quinolones, les curares, la vancomycine, certains produits de contraste gadolinés et la codéine. On vient de parler des récepteurs aux mastocytes. Lorsque le ligand arrive et se dépose sur le récepteur, il induit l'activation mastocytaire. Et cette activation mastocytaire, elle aboutit à 3 phases. La phase immédiate qui est la dégranulation, vous avez les granules ici qui vont fusionner avec la membrane et libérer les médiateurs préformés, histamine, tryptase, et c'est ça qui donne l'anaphylaxie. Vous avez ensuite la phase intermédiaire, leucotriène, prostaglandine, produite à partir des lipides de la membrane. Là, il faut 3 à 6 heures. Et puis, vous avez la cellule ayant été activée. Si elle a été activée de façon suffisante, ça c'est très important, vous avez production de cytokines et de chymiokines qui aboutit à ce qu'on appelle la phase tardive de la réponse immédiate. Donc, l'allergologie est une discipline fantastique parce que c'est de la médecine expérimentale, l'allergologie. Et typiquement, l'activation immédiate, la dégranulation mastocytaire, vous l'explorez tous les jours quand vous faites des prick tests. Et vous voyez que lorsque vous piquez à travers une goutte d'un extrait des 5 graminées, si le patient est sensibilisé, c'est-à-dire s'il a des IgE spécifiques, il va développer une lésion d'urticaire. Un prick test positif, c'est Wilhelm-Flair, c'est une lésion d'urticaire, vis-à-vis donc de ce que vous avez injecté. Cette diapositive, moi, je la montre toujours parce qu'elle montre ici la capacité d'activation mastocytaire par l'IgE et le récepteur aux IgE, mais elle montre ici le prick test codéine, qui est un test positif, la capacité d'activation mastocytaire par activation du récepteur MRGPRX2. Or, vous voyez que cliniquement, il n'y a aucune différence. Donc, à partir du moment où vous activez un mastocyte, vous pouvez parfaitement induire une dégranulation, que ce soit par l'intermédiaire du récepteur aux IgE ou par l'intermédiaire du récepteur à la codéine. C'est bon pour vous? Donc ça, c'est la phase immédiate. La phase tardive, on la connaît moins, sauf ceux qui font de la clinique. Dans l'asthme, quand on fait une EFR chez un asthmatique qui fait une crise, il y a bien sûr la crise aiguë, puis après il va y avoir une phase tardive. Les dermatologues connaissent bien, c'est ce qu'on appelle l'urticaire retardé à la pression. Et puis, c'est ce que les médecins, qui, comme vous, faites peut-être de l'immunothérapie allergénique, c'est ce qu'on a comme expérience. Ici, c'est une immunothérapie allergénique en sous-cutané à la poussière de maison. Et vous voyez que le patient, bien sûr, est sensibilisé. C'est pour ça qu'on lui fait une immunothérapie allergénique. Vous voyez qu'en phase immédiate, très rapidement, à 5, 10, 20 minutes, il va développer une lésion d'urticaire, qui est un petit peu profonde parce qu'on est en sous-cutané. Cette lésion d'urticaire, elle va complètement disparaître au bout d'une heure. Et à partir de 6, 9 heures, 12 heures, vous allez avoir cette phase tardive qui correspond à la production de cytokines et de chymiokines par les mastocytes activés. Et si vous ne prévenez pas les patients, les patients ils se retrouvent aux urgences parce que ça fait des lésions qui sont extrêmement fermes, relativement douloureuses et qui impressionnent toujours. Alors, activation mastocytaire. Là, la manière dont je présente le mastocyte, on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul mastocyte. Or, je vous ai dit, il y a une grande hétérogénéité des mastocytes. Et là, je suis obligé de vous présenter le travail qui a été réalisé par un médecin, chercheur, hospitalo-universitaire, qui s'appelle Marie Taubert, que nous avons la chance d'avoir maintenant avec nous à Lyon comme maître de conférence, praticien hospitalier, mais qui a fait ce travail quand elle était à Toulouse dans le service et l'équipe de recherche INSERM du professeur Karl Poll. Et ce qu'elle a fait, elle a récupéré les mastocytes de tous les organes de la souris, et puis ensuite elle a confirmé chez l'homme, donc par des marqueurs spécifiques de membrane,
en utilisant des techniques de tri cellulaire, on arrive à isoler donc tous les mastocytes des différents tissus. Et ensuite, par ce qu'on appelle des expériences de clonage ARN en cellules uniques, donc le trieur va séparer les cellules une par une, et on va analyser dans chaque cellule les 30 000 gènes qui codent pour des ARN, qui codent pour des protéines d'intérêt. D'accord? Donc, chaque point que vous avez ici, donc quand vous avez une grosse masse, c'est un amas de points, mais vous voyez ici des petits points. Chaque point que vous avez, c'est une cellule. Plus les points sont rapprochés, plus les cellules sont proches, puisque ça veut dire que plus les points sont rapprochés, plus le transcriptome de la cellule, les 30 000 ARN messagers qui ont été analysés sont proches. Plus les points sont distants, plus les cellules sont différentes. Et vous voyez que quand on met toutes les cellules de l'organisme, ce sont des mastocytes, hein, sur deux axes, et bien vous voyez qu'on arrive à délimiter 7 populations différentes. Il y a 7 populations de mastocytes chez un individu, souris ou homme, différents, par le fait qu'ils expriment des ARN messagers différents, donc ils exprimeront des protéines et ils auront des fonctions différentes. Donc ça, c'est au niveau des populations. Il y a 7 populations. Maintenant, on sait parfaitement d'où ils viennent ces mastocytes, de quel tissu ils viennent. Et ce que je vous montre maintenant, ici, vous venez de le voir, ce sont les 7 populations de mastocytes. Et ici, ce sont les organes d'où proviennent les mastocytes. Et vous avez en vert, moi je suis dermatologue, donc bien sûr, je vais parler de peau. En vert, vous avez les mastocytes de la peau. Et vous voyez que les mastocytes de la peau, eh bien, ils correspondent à 3 populations, la violette, la jaune et la marron, de mastocytes différents. Ce que vous voyez surtout, c'est qu'en marron, vous avez les mastocytes du poumon. Ils n'ont rien à voir avec les mastocytes de la peau. Ils sont extrêmement éloignés du mastocyte de la peau. Donc, encore une fois, les mastocytes, bien sûr que quand je la présente, je fais une cellule unique, mais en pratique, sur le plan fonctionnel, il y a autant probablement de mastocytes, il y a de tissus différents, parce qu'on le verra tout à l'heure, les mastocytes, quand ils viennent de la moelle osseuse, ils vont les migrer dans les tissus, et c'est dans le tissu qu'ils vont finalement se différencier en mastocytes. Donc il y a tous les facteurs tissulaires qui vont contribuer à fabriquer un mastocyte qui est adapté finalement à ce qu'il va faire par la suite au niveau du tissu au cours de la vie de l'individu. C'est bon pour ça ? Alors, hypersensibilité immédiate aux médicaments. Donc la clinique, vous la connaissez par cœur. Hein, et c'est très facile de prendre la classification Göring et Messner pour caractériser la clinique. La clinique, c'est bien sûr des signes cutanés, urticaire, angioïdème, érythème généralisé. Mais c'est bien sûr des symptômes qui sont très objectifs, très gênants, le grade 2, mais qui n'impactent pas le pronostic vital. Et c'est bien sûr l'atteinte respiratoire, le bronchospasme, diarrhée, vomissement et les signes systémiques avec tachycardie et hypotension. Et puis le grade 3, c'est le collapsus cardiovasculaire et là ça impacte le pronostic vital. Alors si j'ai bien entouré en rouge le stade 2, 3, j'aurais pu me passer du 4, c'est parce que c'est ça qu'on appelle l'anaphylaxie. C'est-à-dire un patient qui prend 1 gramme d'amoxicilline et qui devient tout rouge, qui est café urticaire ou qui est ce qu'on appelle nous bibendum Michelin, ça n'est pas de l'anaphylaxie. Et ce patient-là, quand nous on le récupère et qu'on le teste, les tests sont négatifs, et quand on lui redonne l'amoxicilline, il ne se passe rien. Donc le grade 1, il vaut mieux dire qu'un patient qui présente un grade 1, des signes cutanés isolés, c'est un patient qui n'est pas allergique. Il vaut mieux le dire comme ça. Bien sûr qu'il y a des exceptions, mais ce sont des exceptions. Donc en pratique, c'est au moins 2 organes. Et j'insiste sur un point, les signes doivent être objectifs. Objectifs. C'est-à-dire quelqu'un qui est bibendum Michelin avec l'urticaire angioïdème, c'est normal qu'il ait une petite oppression thoracique. C'est normal qu'il ait un peu mal au ventre. Mais ça n'est pas un bronchospasme, ça n'est pas une crise d'asthme, ça n'est pas de la diarrhée, ce ne sont pas des vomissements. Donc ce sont des signes subjectifs dont on ne tient pas compte. C'est bon ? Si on commence à tenir compte des signes subjectifs, le grade 1 n'existe plus.
tous les gens qui prennent un comprimé d'amoxicilline et qui deviennent tout rouges, ils ont peur par définition. Donc si vous tenez compte, vous, des signes objectifs, vous le mettrez tout de suite en grade 2 et vous allez considérer qu'il est allergique. Vous allez faire des tests qui seront négatifs et vous considérerez que vos tests ne sont ni sensibles ni spécifiques. C'est bon? Donc pour résumer, l'hypersensibilité aux médicaments, elle peut être allergique, elle implique les IgE, ça donne une anaphylaxie, c'est rare, bien sûr que c'est sévère, c'est rare. Quand on prend tous les patients qui viennent pour une hypersensibilité immédiate aux médicaments, il n'y en a que 5% qui sont allergiques. Et ils ont fait des réactions sévères. Elle peut être bien sûr non allergique, c'est la majorité du temps, et ce sont des signes cutanés en général isolés. Donc, je reviens à mon urticaire. Ça, c'est une jeune femme là, qui a fait une urticaire qu'elle appelle géante, que nous appelons nous généralisée. Au 3e jour de traitement, elle a pris l'amoxicilline 1 gramme à 7 h du matin. Elle a fait son urticaire à 7h30 du matin. Voilà. Donc, elle a fait une urticaire isolée sans rien d'autre. Ça n'est pas allergique. Et elle a fait une urticaire au 3e jour de traitement. Ça ne peut pas être allergique. Voilà. C'est là où il faut s'aider un petit peu du raisonnement pour aider. Il n'y a pas que ce que vous apprenez, il y a aussi la manière dont vous fonctionnez. Si elle est allergique, c'est la première prise où elle va déclencher à 7h30 son urticaire. Si elle attend le 3e jour, ça ne peut pas être allergique. On ne s'immunise pas pour une réponse IgE en 3 jours, il faut 10 jours. D'accord? Alors bien sûr, là on a une patiente, pareil, hein, qui a fait un choc anaphylactique à l'amoxicilline après une perfusion péropératoire. Et là, bien entendu, vous voyez la significativité des tests pseudopodiques avec des dilutions qui sont extrêmement élevées d'amoxicilline. Alors, de la même façon que j'avais mis un mastocyte et qu'on avait l'impression que tous les mastocytes étaient les mêmes, là je vous ai mis des récepteurs et on a l'impression que l'activation du mastocyte par tous les récepteurs est identique. Eh bien, on sait, pareil, depuis 10 ans que ça n'est pas le cas. On sait que lorsqu'on active un mastocyte par le récepteur aux IgE, donc ce qu'on appelle l'allergie, on va induire une activation optimale du mastocyte. Il va y avoir vraiment une synchronisation de l'activation de tous les mastocytes. Et ça, c'est fait grâce à IgE, récepteur aux IgE. Quand l'allergène va arriver, va ponter les IgE, agréger les récepteurs, tous les mastocytes qui ont des IgE spécifiques du médicament à la surface vont être synchronisés. Ça va donner une activation optimale. C'est pour ça qu'on a de l'anaphylaxie. Par contre, quand on active un autre récepteur, et j'ai pris comme exemple, il y a peu de comparaisons, hein, les comparaisons existent avec MRGPRX2, on va aboutir à une activation qui est très différente et qui ne va pas induire une activation totale, complète, mastocytaire. Alors ça, c'est les travaux de... Là, on est à la conséquence de l'activation des mastocytes dans la réponse immédiate. Ça, ce sont les travaux de Nicolas Godenzio, qui est un Toulousain, qui est un chercheur, et qui a analysé l'activation des mastocytes par l'intermédiaire du récepteur IgE. Et c'est très facile, il suffit de mettre des anti-IgE dans des cultures de cellules et on active le mastocyte. Ou il a activé le récepteur MRGPRX2 en mettant un de ses ligands, la substance P. Entre parenthèses, vous savez que le stress joue un rôle extrêmement important dans les manifestations d'hypersensibilité en général, d'hypersensibilité immédiate en particulier. Il y a beaucoup de neuromédiateurs, neuropeptides, en particulier substance P, qui sont des ligands de MRGPRX2, donc ils vont activer les mastocytes. Et ce qu'il montre, c'est que lorsqu'on active par le récepteur aux IgE, il va y avoir une réorganisation des granules. Vous avez ici les granules dans un mastocyte qui est au repos. Ces granules vont fusionner entre eux, vont donner de gros granules qui vont d'une part dégranuler sur place, mais il y a une partie des granules qui va rejoindre les ganglions lymphatiques et c'est au niveau des ganglions lymphatiques qu'ils vont dégranuler. Or, comme vous le savez, le trajet lymphatique, il arrive au niveau du canal thoracique et il est directement connecté avec la circulation sanguine. Et c'est cette dégranulation dans les organes lymphoïdes qui est responsable des signes systémiques de l'anaphylaxie. A l'inverse,
Lorsque vous activez le récepteur MRGPRX2, eh bien, les granules, qui sont des petits granules au repos, restent des petits granules. Ils vont dégranuler et, au niveau du tissu, libérer l'histamine et tous les autres médiateurs, et donc induire des réponses qui vont être des réponses locales. Alors ça, on le sait, je vous ai dit, hein, ça fait 10 ans. Et depuis 10 ans, il y a énormément de travaux qui essaient de comprendre s'il y a une conséquence réelle, clinique, à cette différence d'activation du mastocyte, allergique ou non allergique. Et ce schéma, c'est le schéma qui, à mon avis, résume le mieux ce qu'on sait à peu près sur le thème de comment est-ce que les allergologues peuvent interpréter un petit peu ces différences. Lorsqu'on parle de réponse IgE, on a besoin de concentration de médicaments, enfin de molécules, mais on va dire médicaments, beaucoup plus faibles. Nous, on le sait cliniquement, on a des patients qui font un choc anaphylactique, ils ont encore le comprimé d'amoxicilline dans la bouche. Ils prennent le comprimé dans la salle de bain, il n'y a pas de verre pour boire, ils vont à la cuisine récupérer un verre, ils rencontrent leur fille, ils lui mettent le t-shirt, ils perdent 30 secondes, ils n'ont pas le temps de boire. On les retrouve par terre à la cuisine. Donc on sait que, bien sûr qu'il y a de l'absorption au niveau de la bouche, mais je veux dire, vous imaginez la quantité de médicaments qui peut passer, donc les doses sont faibles. Si vous devez arriver à des doses fortes pour induire une réaction, ça n'est pas de l'allergie. Pourquoi? Parce que l'IgE, elle démultiplie le médicament. Une molécule de médicament est capable d'activer, de ponter des IgE et d'induire une activation du récepteur. Donc, dès que vous êtes à des doses pharmacologiques, c'est que vous n'êtes pas allergique. Et c'est la même chose pour les tests, j'insiste. Si vous devez arriver à injecter des solutions pures pour induire une IDR positive, c'est que ça n'est pas allergique. C'est allergique si vous prenez, par rapport à la dose qui est donnée, si vous prenez le 10e, et encore, le 100e ou le 1000e. Donc plus vous concentrez, plus vous avez une chance de passer par un effet qui n'a pas besoin de l'amplification. Classiquement, il faut une sensibilisation préalable, mais ça ne sert pas beaucoup, parce que c'est vrai que l'amoxicilline, tout le monde en a pris et les gens ne se rappellent pas, donc on est un peu coincé. C'est rare, on l'a dit, hein, l'allergie par rapport à la pseudo-allergie ou par rapport à l'hypersensibilité non allergique. Ça dure plus longtemps. Ça dure plus longtemps parce que l'activation est optimale et parce qu'il peut y avoir cette phase intermédiaire et cette phase tardive qui va faire que les symptômes vont durer dans le temps. Il y a bien sûr des tests cutanés positifs, on va trouver des IgE spécifiques, des tests TAB, tests d'activation des basophiles positifs. Bien entendu, on va avoir une tryptase sérique qui va augmenter, témoin de l'importance de la dégranulation et de l'activation mastocytaire. A l'inverse, l'hypersensibilité non allergique, il faut des doses plus fortes. Bien sûr que la sensibilisation préalable n'est pas nécessaire, c'est beaucoup plus fréquent, c'est une réaction qui est beaucoup plus courte. Je vais dire, au bout d'une heure, il n'y a plus rien du tout. Et puis, bien sûr, on n'a pas de test positif. Ils mettent point d'interrogation, sauf si, encore une fois, on arrive à mettre des doses pharmacologiques dans la peau. Le prick test à la codéine, ça ne signe pas le fait que le patient a des IgE, que les individus ont des IgE spécifiques de codéine. La concentration de la codéine dans le prick a été faite pour qu'elle soit capable d'activer les récepteurs MRGPRX2 du mastocyte. Donc voilà ce que je voulais discuter avec vous. Alors le score PenFast. Le score PenFast. C'est exceptionnel ce score. Pour vous raconter l'histoire, on a fait une thèse, je vais commencer par ça, je vais aller rapide. Hein. On a fait faire une thèse. Facteur prédictif d'allergie immédiate aux médicaments, on voit le patient. Quels sont les facteurs qui nous permettent de dire ce patient est allergique, donc on va faire des tests cutanés. Première question. Et leur répétition en cas de négativité. L'hypersensibilité aux médicaments, c'est un souk, parce que à partir du moment où vous dites le patient est possiblement allergique, vous allez le tester une fois, et si les tests sont négatifs et que l'accident est un peu vieux,
plus de 6, 7 mois, 8 mois, 10 mois, vous allez refaire les tests. Donc vous êtes parti pour un. Donc on a fait ce travail pour essayer de répondre à cette question. Travail magnifique, donc mélanophore. Et les conclusions du travail, c'est un score. On valide un score qu'on ne connaissait pas quand on a fini le travail. C'est un score qui date de 2020. La thèse a été faite, la thèse a été passée en 2024. La thèse a été rédigée en 2023, les résultats ont été analysés en 2022. Et c'est quand moi j'ai commencé à me plonger pour relire les résultats de la thèse que j'ai commencé à faire les bibliographies, j'avais complètement zappé ce score, où j'ai vu que c'était exactement le score qui avait été publié. C'est un score ultra facile qui n'est pas fait pour vous, mais il faut vraiment vous l'approprier. Il est fait pour les médecins généralistes. Et il est fait pour la pénicilline. La thèse, elle inclut plus de 1000 patients, hypersensibilité immédiate à tous les médicaments. Donc, nous, on le valide pour tous les médicaments. Donc, quelqu'un qui arrive avec une étiquette, ici, dans le PenFast, allergie à la pénicilline, sur son carnet de santé, n'importe quoi. Vous avez 3 choses à faire. 3 choses uniquement. Depuis quand, à quand remonte l'accident? Est-ce que c'est plus de 5 ans ou est-ce que c'est moins de 5 ans? Si c'est moins de 5 ans, 2 points. La question suivante, c'est si c'est immédiat, est-ce qu'il y a eu anaphylaxie ou angioœdème? Si oui, 2 points. La question suivante, c'est est-ce qu'il y a eu un traitement pour la réaction? Hospitalisation, adrénaline. Si oui, 1 point. Et après, vous faites votre calcul. Et si vous avez 0, aucun risque d'être allergique. Si vous avez un score de 1 à 2, c'est un faible risque d'être allergique. Et à partir du score de 3, vous pouvez commencer à penser à une allergie, c'est-à-dire à une réaction qui dépend des IgE. Donc nous, sur 1000 patients, on a ressorti exactement les mêmes conclusions et des critères, mais c'est fantastique ça, des critères que depuis 25 ans, moi je considérais comme essentiels, c'est-à-dire la rapidité. Quelqu'un prend dans l'heure, moi je disais même dans la demi-heure. Ça n'est pas significatif. C'est-à-dire, la rapidité ne fait pas la différence entre l'activation allergique IgE et l'activation en dehors de l'allergie. Alors on le sait, hein, on le savait a posteriori. Les gens qui font des érythèmes à la vancomycine est un ligand de MRGPRX2. On sait très bien que c'est parce que la perfusion passe trop vite qu'il suffit de ralentir la perfusion pour pas qu'ils en fassent. Et typiquement, ça survient, si on passe vite, ça survient dans les minutes qui suivent. Donc, là, on sait que la rapidité n'était pas un critère, mais nous, on l'avait en critère depuis 25 ans. Et en fait, il n'y a pas besoin, ça suffit à faire la prédiction de l'allergie. Et c'est la même chose pour la prédiction de la répétition des tests. Donc je m'arrête là et je vous remercie pour votre attention. Et on peut peut-être grouper les questions. Hein. Oui, effectivement. Donc, je laisse Mme Ouazzani vous présenter la deuxième présentation et on va regrouper les deux communications je vais peut-être juste prendre pour la discussion. Pas de l'eau. Donc, merci, docteur Nicolas. Donc, on va toujours rester avec notre ami le mastocyte.